Si vous pensez, chers auditeurs, que ce message vaut la peine d'être diffusé et que nous soyons nombreux à nous l'approprier, sans animosité, sans bestialité, mais avec fermeté et conviction, il faut liker, il faut partager. Parce que c'est l'Afrique de demain qui se joue là. Nous ne voulons plus être des marchandises, nous ne voulons plus être sous la tutelle de quelqu'un, nous voulons redevenir des hommes libres. Comment on peut avoir le sentiment français quand on descend à l'aéroport d'Abidjan, le boulevard qu'on prend s'appelle Giscard d'Estaing. Le pont qu'on emprunte s'appelle De Gaulle. Et la route qu'on utilise pour aller à l'université s'appelle boulevard Mitterrand. Nous sommes des États indépendants et souverains. Et votre présence militaire entame notre souveraineté, confisque notre intégrité, bafoue nos dignités. Et ça ne peut plus durer. Alors, allez-vous-en. En Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus de vous. Au Sénégal, nous ne voulons plus de vous. Au Gabon, nous ne voulons plus de vous. En Centrafrique, nous ne voulons plus de vous. À Djibouti, nous ne voulons plus de vous. À N'Djamena, nous ne voulons plus de vous. Nous n'en voulons plus, nous n'en voulons plus, nous n'en voulons plus. Les rois des fous. Le monde est devenu un grand hôpital psychiatrique où les fous se promènent en liberté. Chaque pays a élu son chef, le roi des fous. Et pour ne pas que les rois s'ennuient, on leur donne des jouets, des petits soldats, des camions et des canons. De retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Oui. Est-ce qu'on ira avec ça? Comment vous avez Avant la guerre ou à la place de la guerre? Avant la guerre Non. Ou à la place de la guerre? Non, vous avez dit après la guerre. Après la guerre, pardon. Oui. Après la guerre ou à la place de la guerre, bien sûr. Est-ce qu'on fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et puis le traité de Versailles, c'était après la guerre. Le traité des Nations Unies, la SDN, c'était après la guerre. La Nations Unies, c'était après la guerre. Et là, il faudrait mieux que ça soit à la place de la guerre qu'après la guerre. Nos parents ont été gouvernés par la décision que vos parents ont prise à Berlin de venir s'accaparer nos territoires, nous-mêmes, nos fleuves, nos rivières, nos matières premières, de prendre possession de nous. Et les rois des fous du monde entier comparent leurs jouets. T'as vu mon sous-marin? Et toi, t'as vu mon canon comme il tire bien? Tous les soirs, ils jouent très tard. Ils font la bombe. Ils poussent leurs petits soldats qui tombent sous les billes. Quand il n'y en a plus, on les remplace. Vos prédécesseurs ont considéré que nos chefs d'État devraient être juste des délégués pour eux, pour nous maintenir ici. Comment on peut avoir le sentiment français quand on descend à l'aéroport d'Abidjan, le boulevard qu'on prend s'appelle Giscard d'Estaing. Le pont qu'on emprunte s'appelle De Gaulle. Et la route qu'on utilise pour aller à l'université s'appelle boulevard Mitterrand. Et les rois des fous échangent leurs jouets. Je te prête mon pétrole, mais toi, tu me passes ta bombe à neutrons. D'accord, file-moi ton uranium et je te donnerai mes petits camions de soldats. Je souhaite que nous puissions organiser une présence internationale plus forte et structurer au Sahel une nouvelle coalition autour de nous, en lien avec nos partenaires européens. Tout est censuré ici. Tout est censuré ici. Tout est censuré ici. Combien de morts qu'il faut avant que vous compreniez comment résoudre ce problème-là? Je vous ai dit, marchez sur l'ambassade de France, demandez la fermeture de l'ambassade de France, demandez le départ de l'armée de la France du Sénégal. Le problème de l'Afrique, là, c'est la France. Vous voyez et vous faites semblant. Ils sont en train de tuer les enfants des gens. Et puis il y a des rois qui n'ont rien à échanger. Ils n'ont pas de jouets, même pas de quoi manger. À 4 heures, ils ont droit à un petit goûter à partager en 3. Ils vivent au tiers.
c'est le tiers-monde. Je vais vous donner un petit exemple. Savez-vous que 1 kilo de café produit en Côte d'Ivoire, avec ce kilo de café, on fait en gros 50 tasses de café. Le petit noir que vous prenez sur votre comptoir, je suppose, le matin, comme tout le monde. Pas de malentendu, il s'agit de la tasse. Il s'agit de la tasse, n'est-ce pas? Vous le prenez, il vous coûte, disons, 5 francs si vous allez dans un café un peu sophistiqué. Bon. Mais c'est un prix moyen de la tasse de café à Paris. Combien revient au Ça veut dire 250 francs. Oui. 250 francs pour 1 kilo de café. Oui. Savez-vous combien on paye ce kilo de café aux producteurs africains? 5 francs. 5 francs. On lui paye le prix d'une tasse de café alors qu'on en fait 50. Alors vous me direz, il faut le transporter. Et puis de temps en temps, il arrive un docteur qui veut soigner les fous. On l'appelle prix Nobel de la paix. On lui met une médaille sur le cœur qui brille au soleil pour qu'on voit bien l'endroit où il faut tirer pour le tuer. Et la vie continue. Ces gens, c'est la CEDEAO ça. Regardez-les. Voilà ce qu'on appelle CEDEAO aujourd'hui, l'image que les gens voient là. C'est ça la CEDEAO. C'est ça la véritable CEDEAO. Qui représente ce qu'on appelle... Vous avez vu un Africain là parmi, regardez les têtes. Ces hommes bizarres. Vous voyez, c'est ça la CEDEAO, c'est des Africains. Des gens qui vous disent, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Regardez là, où est le peuple de la CEDEAO? Où est-il là? Le président français demande à nos chefs d'État africains francophones de fermer nos bouches. Parce que, selon lui, nous cultivons un sentiment anti-français. Mais vous savez très bien que c'est faux. Vous avez entendu? Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus de vous. Est-ce que vous avez entendu? Au Sénégal, nous ne voulons plus de vous. Au Gabon, nous ne voulons Parlons sénégalais, non, Adef. Vous avez en entendu? Centrafrique, nous ne voulons plus de vous. À Parlons Djibouti, ivoiriens. nous ne voulons C'est plus peut-être de la vous. CEDEAO là. Vous avez À entendu? N'Djamena, nous ne Ouvrez voulons grand plus de vos oreilles. vous. Nous ne On nous voulons manipule. plus, nous ne voulons plus. Qu'est-ce que vous le faites? Les rois des fous du monde entier s'entourent de débiles qu'ils choisissent eux-mêmes. Le premier débile, le débile des finances, le débile des armées. Ça s'appelle un gouvernement. Et dans le monde entier, les débiles donnent des conseils aux rois des fous pour gouverner les cons. Et les cons, cherchez pas, c'est toujours nous. Vous mentez. Vous mentez le matin, vous mentez au déjeuner, et vous mentez le soir. Des yeux dans les yeux. Je n'ai pas, monsieur le député. Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu. De compte à l'étranger, De compte en Suisse Jean-Jacques Bourdin. ni maintenant, ni avant. Moi, je connais la vérité. J'ai démenti, je continue à démentir, à nier. Je sais ce qu'est la vérité. J'ai nié en bloc, je comprends qu'il faut nier en détail. Je nie en bloc et en détail. Et le plus vite serait le mieux d'en finir avec ces saletés. Mais oui, mais il filme, non? Il ne filme pas, il est en train de filmer. Cassez-moi ça. Cassez. Cassez, on va fouiller. C'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Casse le camion. Ouais. Voilà. Filmez. Et puis, monsieur, libérez. Mon épouse. Non. On ne vous refuse rien, monsieur. Il y a l'autre là-bas aussi. Ouvrez-moi l'autre valise là-bas. Ouvrez-moi ça. Alors, la technique de la confession sur l'oreiller est une technique qui a été beaucoup utilisée en France, notamment pour obtenir des informations sur l'Afrique à travers des coucheries de ces filles avec des hommes d'État ou des hauts fonctionnaires africains. Mais il faut se connaître que ça a ramené un certain nombre d'informations. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Parce que, non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y a pas de, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis. Mais
Cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non mais on sait le contexte et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec eux. Ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... Tu fais du bruit, tu fais du tapage partout, c'est toi, on entend ton nom partout, c'est de toi on parle, c'est toi qui bavarde, c'est toi qui insulte, c'est toi qui dis plein de choses partout. Mais au nom de Dieu, tu n'es pas joli. Je te jure, tu n'es pas joli du tout. Tu es rejeté aujourd'hui par tout le monde. Personne ne veut te voir, même en photo. Personne ne veut te voir. C'est ton comportement. C'est ça. Nous sommes en train d'appliquer les principes de réciprocité. Personne ne veut te voir, c'est parce que c'est toi qui as commencé à mépriser les gens. Tu méprises les gens, tu penses que toi, tu es le centre du monde, tout. Maintenant, tu vois que tu es rejeté par tout le monde. Même mamie Brigitte regrette le mariage là. Écoute ça, tu vas rire. On débriefe juste après. En Ukraine, le peuple est très exigeant vis-à-vis de ses dirigeants. Et alors, voilà l'idée de la soft power en Afrique. C'est de proposer aux pays d'Afrique qui veulent lutter efficacement contre la corruption de bénéficier de l'expérience ukrainienne. Eh bien... C'est une plaisanterie ou... Non, pas du tout. D'accord. Pourquoi plaisanter? Pas du tout, je posais la question. Voilà, non, figurez-vous. Alors, l'Ukraine lutte efficacement et de manière globale et systémique contre la corruption. Alors tu dois savoir qu'il existe un classement, une liste, dans laquelle la France est classée 20e par exemple. Le Danemark est classé 1er. Et l'Ukraine est classée 122e sur 180 pays, tu vois, entre le Niger et l'Algérie, pour te donner une idée. Je ne sais pas si comme moi vous avez remarqué ce qui est en train de se placer. Toutes ces armées qui sont en train de se placer et se déplacer. Cette guerre au Niger risque de déclencher d'autres guerres inter-Afrique. Si l'Afrique ne s'unit pas, je pense que tout va commencer à partir de l'Afrique. Il ne faut pas oublier que c'est le berceau de l'humanité, que tout a commencé là-bas et peut-être que tout se terminera là-bas. Et que derrière ces pays, il y a des grandes puissances. Et c'est ces grandes puissances qui veulent se battre pour récupérer leur trésor qu'est l'Afrique. Écoutez. Comment voulez-vous être respecté en Afrique quand, en France, il y a le mariage pour tous, quand il y a les folies LGBT, quand il y a la théorie du genre, et quand on peut changer de sexe? Pour les Africains, c'est la folie. C'est le haut le cœur, la stupéfaction et le mépris. C'est une des grandes raisons pour lesquelles les Russes réussissent à l'heure actuelle en Afrique. Ils réussissent parce que en Afrique, peut-être choquer certains d'entre vous ici, mais quand vous êtes en Afrique, les Africains sont pour Poutine. Ils vous disent quoi? Ah ben les Russes vont pas nous développer. Hein. Oh non, on sait bien qu'ils vont pas nous développer. Mais au moins les Russes vont pas nous forcer à vivre contre l'ordre naturel. Et ça c'est fondamental. Ça, c'est essentiel. Et si on ne comprend pas cela, on ne comprend pas l'éviction des Occidentaux de l'Afrique aujourd'hui. Vladimir Poutine a dit « Je n'ai même pas besoin de faire la guerre à la France. Il suffit simplement de libérer l'Afrique noire francophone. Elle s'effondrera d'elle-même, tel un fruit pourri. » De tomber, on met les militaires dans les rues sur vous, alors que vous savez bien que c'est la France qui est derrière Macky Sall. C'est la France qui est derrière Ouattara, c'est la France qui est derrière le petit maudit du Togo, que nous sommes des colonies françaises. On utilise le français par une monnaie que c'est nazi impérialiste là. Si les policiers, les militaires vont vous tuer parce que vous êtes en train de protester contre un État colonial, le monde entier va voir ce que vous faites là. Tout est censuré ici. Mais si vous touchez la France, ils vont commencer à agir. La difficulté pour Emmanuel Macron, pour la France en général, c'est que quand vous avez été comme ça dominant et que vous avez cru que vous étiez encore chez vous à la chute du mur de Berlin,
tout le monde a regardé la réunification de l'Allemagne, mais tout le monde a fait comme si en Afrique, on était encore chez nous ad vitam aeternam. Quand vous avez été dominant comme ça, avec un système intégré qu'on appelle pour faire la France-Afrique, la France, sa diplomatie d'influence, ses partenaires européens ou autres, lui demandaient toujours tel pays, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et c'était toujours le grand chef blanc à l'Élysée qui répondait. À tel point que la France, depuis 40 ans, a le poste de secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix. C'est très important, c'est stratégique, parce que c'est la France, grâce à ce poste, qui faisait voter toutes les résolutions sur l'Afrique. La Libye, on a fait comme un seul homme. La Côte d'Ivoire, pareil, pour sortir Laurent Gbagbo de son bunker. Et c'est toujours la France qui donnait le là. La diplomatie d'influence de la France, elle se situait là. Ça veut dire que la France n'est pas un bouc émissaire? Mais ça veut dire qu'une période, on n'a pas vu, encore une fois, là, je trouve, il y a un anachronisme historique. On n'est pas passé à une Afrique mondialisée. On n'a pas vu l'Afrique se mondialiser. Et les autres l'ont vu? Les Russes l'ont vu? Les Chinois l'ont vu? Ils ont laissé la France continuer à faire gendarme de l'Afrique pendant qu'ils ont commencé à faire le business. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat, avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade, chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques, on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. La France est à l'heure du choix, à la veille peut-être d'une guerre au Niger, alors qu'elle se voit concurrencée dans des stratégies de pillage et de prédation par d'autres puissances étrangères, alors qu'elle a tenu silence sur ma situation. Elle doit s'interroger sur sa nécessité d'exprimer, et non pas seulement de soutenir silencieusement les peuples africains. Chevaliers de je ne sais quoi, on les inscrit dans des loges maçonniques. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. La France, mon pays, doit se tenir du côté des peuples. Elle doit avoir ce courage si elle souhaite maintenir un lien avec ce reste du monde, non plus pour le piller et l'exploiter, mais pour construire ensemble un devenir. Autrement, ce sera la violence, ce sera le pillage, ce sera la révolte, et ce sera, quoi qu'il arrive, la liberté et la souveraineté des peuples africains. Chevaliers de je ne sais quoi, on les inscrit dans des loges maçonniques. L'intention centrale était tout à fait différente. Elle était de remettre au pouvoir le gouvernement qu'on soutenait depuis 4 ans. Le seul problème, c'est que c'est ce pouvoir qui commettait le génocide. Voilà. Donc nous sommes entrés du côté des génocidaires. Et moi, ma première mission, qui était ma spécialité à l'époque, c'était de guider les frappes aériennes sur le terrain. Parce que pour que des frappes aériennes fonctionnent, il faut qu'en fait il y ait une équipe très très proche des cibles. Et donc j'avais été intégré dans une unité de combat de la Légion étrangère, et l'ordre préparatoire que nous avions reçu, c'était de mener un raid terrestre sur Kigali pour reprendre la capitale du Rwanda et remettre en place le gouvernement de l'époque, en faisant totalement abstraction du fait que ce régime était génocidaire. Et ça a changé au cours, en une semaine pratiquement. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que pendant la première semaine, clairement, nous avions cette intention de nous battre contre les ennemis des génocidaires. Ce qui est complètement effarant, c'est que, comme vous le souligniez tout à l'heure, c'est le dernier génocide du XXe siècle. Le seul qu'on aurait pu éviter. Et on a réussi à rentrer du côté des génocidaires. On essaye de les remettre au pouvoir, et assez tard dans l'opération, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, on arrête enfin ces actions offensives contre le FPR au moment où elles vont se déclencher. Je suis absolument persuadé que c'est parce que l'Élysée, à ce moment-là seulement, a pris peur que la France soit condamnée pour complicité de génocide. Mais on a fait quelque chose de terrible. C'est qu'on a créé une zone humanitaire sûre, qui n'a été sûre que pour les génocidaires, et qui a permis aux génocidaires de repartir se réfugier tranquillement au Zaïre. Ça a été la deuxième période de notre opération. Et la troisième, inacceptable, c'est que nous avons livré des armes aux génocidaires dans des camps de réfugiés au Zaïre, alors que nous étions sous embargo de l'ONU. En Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus de vous. Au Sénégal, nous ne voulons plus de vous. Au Gabon, nous ne voulons plus
Vous revenez sur cette livraison d'armes. Comment vous l'avez su ? En fait, je l'ai su parce qu'on m'a demandé de détourner l'attention des journalistes qui étaient présents sur la base à Cyangugu, dans le sud du Rwanda, au moment où ce convoi d'une dizaine de camions devait partir. Et c'est en me demandant de détourner l'attention des journalistes que j'ai compris que c'était un convoi d'armes. Et le soir, au débriefing, j'ai été effaré des arguments qu'on nous a servis pour justifier cette livraison d'armes, qui étaient en gros, il faut donner des signes d'apaisement aux soldats du gouvernement, parce que sinon ils pourraient se retourner contre nous. Comme si en réarmant des soldats, on les rendait moins dangereux. Je souligne quand même une chose, c'est que dans toutes ces actions, et dans mon témoignage, en aucun cas je ne mets en cause mes compagnons d'armes. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient de manière très professionnelle. Alors justement, vous le dites, certains officiers ont contacté le plus haut sommet de l'État, ont essayé de faire passer le message que c'était pas une bonne idée de livrer des armes à de potentiels génocidaires dans ces camps, au Zaïre, l'actuel RDC. Quelle a été la réponse à ce moment-là ? J'ai des camarades plus courageux que moi qui ont refusé d'appliquer cette directive et se sont fait tacler par l'Élysée. C'est-à-dire que le sujet est remonté jusqu'à l'Élysée, parce que c'est l'Élysée qui décide en France de ces opérations. Nous étions en gouvernement de cohabitation, donc il y avait forcément une collision avec une partie du gouvernement de cohabitation. Et ces ordres ont été confirmés par l'Élysée, continuer à livrer des armes dans les camps de réfugiés en allant contre la plus évidente éthique des officiers français. Enfin, je veux dire, ce qu'on a fait est totalement inacceptable. Et ce qui est inouï, c'est que non seulement on l'a fait, mais en plus, ces décideurs politiques le cachent depuis un quart de siècle. Donc ils s'autorisent à le refaire et surtout, ils évitent d'avoir le moindre compte à rendre sur le sujet, puisque nous n'avons pas le droit d'accéder aux archives d'une opération qui, je le rappelle, a été présentée comme humanitaire. Monsieur le Président Macron, il n'y a pas de sentiment anti-français ici. Ce que vous appelez sentiment anti-français, d'ailleurs, comment vous allez présenter ça ? Je suis en train de parler en français là. J'ai rien contre le français en tant que langue. Je parle pas en sénoufou ou en djoula ou en sérère ou en wolof ou je ne sais quoi, soninké, bambara ou quoi d'autre. Je parle en français. Je n'ai rien contre le français. J'écris, je m'exprime, je travaille en français. Je n'ai rien contre les Français. Nous n'avons ici en Afrique francophone rien contre les Français. Ils sont nombreux, ils ont des entreprises, ils créent des emplois pour nous, ils payent des impôts. Nous sommes nombreux à travailler avec eux, à travailler pour eux. Ils travaillent souvent pour nous. Nous sommes des amis, nous nous marions, nous vivons ensemble ici comme en France sans aucune animosité. Donc, c'est pas un sentiment contre les Français ou contre le Français. Ce que vous appelez sentiment anti-français en réalité, c'est un ras-le-bol, c'est une révolte, c'est un refus de la mainmise de l'État français sur nos autorités et par ricochet sur nos économies, sur nos peuples. C'est ce que nous refusons. Les relations incestueuses entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Les relations de connivence entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Parce que simplement ces relations étouffent la démocratie, ces relations étouffent le respect des droits de l'homme, ces relations étouffent la possibilité que nous devons avoir de demander des comptes à nos dirigeants. Ces relations étouffent l'expression plurielle chez nous. Il n'y a que ce que le président dit parce qu'il est d'accord avec Paris, donc c'est ce que lui dit qui est bon. Monsieur le Président, c'est ce qui nous révolte. On a le sentiment que vous êtes complice de nos chefs d'État pour nous brimer. On a le sentiment que les droits de l'homme que vous faites respecter en France, les libertés individuelles que vous faites respecter en France, la Déclaration universelle des droits en France, déclaré là-bas par vos ancêtres, Monsieur le Président, on a l'impression que vous considérez que nous, en Afrique, on n'a pas droit à cela. Nous, en Afrique, on n'est pas digne de cela. Nous, en Afrique, on n'est pas suffisamment humain pour avoir les droits humains. C'est ce qui révolte cette jeunesse-là. La conséquence, vous voyez chaque jour de nombreux jeunes essayant d'aller là où les droits sont respectés, là où les libertés sont respectées, là où on a le sentiment qu'ils sont des hommes. Ouais, peut-être le monsieur qui est derrière? Lequel? En cravate rouge. Ce monsieur représente-t-il le peuple de la CEDEAO? A-t-il la couleur de la peau de la CEDEAO? Mais je crois que Marine Le Pen devrait se raviser quand elle parle du grand remplacement.
Marine Le Pen devrait se raviser. Mais nous assistons au grand remplacement dans la CEDEAO. Où sont les présidents de la CEDEAO? Où sont les chefs d'État de la CEDEAO? C'est la France et ses amis qui font désormais la CEDEAO? Ce que la nouvelle génération veut, ce que nous voulons, c'est l'autodétermination. Que nos chefs d'État nous rendent compte ici, qu'ils ne soient pas obligés d'aller vous rendre compte pour se donner une certaine légitimité, comme Macron est d'accord avec moi, comme Chirac est d'accord avec moi, comme le chef d'État français est d'accord avec moi. Donc ici, vous allez faire ce que je dis parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Monsieur le Président, tant que ça durera comme ça, les gens ici auront le sentiment que l'État français est complice de leur brimade, de leur pauvreté, de leur chômage. Le problème de l'Afrique, là, c'est la France. Vous voyez et vous faites semblant. Le président français demande à nos chefs d'État africains francophones de fermer nos bouches. Parce que, selon lui, nous cultivons un sentiment anti-français. Mais vous savez très bien que c'est faux. Tu baisses ton peuple et tu te permets de vouloir aider l'Afrique. Qui tu crois tromper? L'Afrique n'a pas besoin de ton faux soutien. Trou du cul. Ton propre peuple te crache dessus. Ils vivent dans la misère pendant que tu joues au sauveur. Et tu oses prétendre donner des leçons de morale au peuple africain? Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité pour le porter et pour gagner, ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. On vous parle, vous êtes là, vous parlez de démocratie, les gens jouent aux intellectuels. Nous sommes des esclaves. Le Sénégal est une colonie sous le contrôle de la France. C'est tout. Donc, ne faut pas avoir peur, juste être conscient. De toute façon, la peur n'évite pas le danger, mais être conscient nous permet de nous préparer. Donc, préparons-nous. Mais si les cons du monde entier voulaient se donner la main, on obligerait les fous à casser leurs jouets, leurs chars, leurs canons, et nous pourrions enfin nous promener en paix sur les jardins de la terre qui sont si jolis quand on n'y fait pas la guerre.